Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct pour le dernier de nos débats organisés à l'occasion de l'élection départementale de la semaine prochaine. Dernier débat consacré à la Saône-et-Loire en partenariat avec le journal de Saône-et-Loire et avec vous, Benoît Montagioni. Bonjour. Bonjour Eric. La Saône-et-Loire qui a basculé à gauche en 2004. Depuis, elle est présidée par des socialistes. Il y a eu d'abord Christophe Sirugue, ensuite Arnaud Montebourg. Et puis Rémy Chintron qui fait partie de nos invités. Bonjour Rémy Chintron. Bonjour. Vous présidez le département depuis 2012, c'est-à-dire depuis que Arnaud Montebourg est entré dans le gouvernement Ayrault. André Acari, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici l'UMP, ses alliés de l'UASL, l'Union pour l'avenir de la Saône-et-Loire. François Loto. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Et Sébastien Allouin, bonjour, secrétaire départemental du Front National. Je précise que vous êtes tous les 4 candidats, mais chacun dans un canton différent, puisqu'il s'agit ici d'un débat consacré à l'ensemble du département et non pas à un canton en particulier. Si vous, à la maison, vous voulez poser une question, réagir, eh bien vous le pouvez via notre site internet bourgogne.france3.fr, via Twitter, hashtag LVEL Bourgogne, F3 Bourgogne, et puis bien sûr sur notre page Facebook. Un petit regard général peut-être sur la Saône-et-Loire, sur le bilan de la mandature qui vient de s'écouler. Rémy Chintron, vous avez donc pris la présidence en cours de mandature. Comment vous jugez votre bilan? Est-ce que d'abord c'est le vôtre ou est-ce que c'est celui d'Arnaud Montebourg? C'est le bilan de la majorité, le bilan de la majorité départementale. 2 mots pour qualifier ce bilan, je pense, les engagements tenus. Simplement, les engagements tenus en matière de gestion financière. 5 ans sans fiscalité, 5 ans de désendettement, 5 ans de maintien de nos investissements, un département protecteur. Nous avons amplifié nos politiques en direction des personnes âgées, sur la dépendance, sur les maisons de retraite publiques accessibles à tous, pour les collèges également, pour tout un tas sur les compétences qui sont les nôtres au quotidien. Puis enfin, une dernière thématique que nous avons beaucoup développée, c'est l'attractivité. Faire en sorte que ce département attire des nouvelles populations, attire aussi des entreprises. Et c'est le travail que nous faisons quand nous aménageons le territoire, quand nous luttons contre la désertification médicale, quand nous mettons en place le très haut débit numérique, quand nous faisons des aménagements sur l'ensemble du territoire. Alors vous, André Acari, depuis plusieurs années, vous êtes à la tête de l'opposition. Tout à fait. On peut imaginer que ce bilan de Rémy Chintron et des présidents précédents n'est évidemment pas le vôtre et ne vous satisfait pas? Oui, écoutez, tout d'abord, cette élection départementale est essentielle, mais à plusieurs titres. Elle est essentielle parce qu'elle va permettre aussi à l'ensemble des citoyens d'envoyer un signe fort à ce gouvernement socialiste, de cette majorité socialiste, qui a, depuis plusieurs années, procédé à un véritable matraquage financier, aussi asphyxier les territoires, notamment les communes, et puis aussi, c'est un échec sur le front de l'emploi. Essentiel aussi pour le département, parce que c'est effectivement cette élection départementale, elle est au cœur de la vie quotidienne. La mobilisation doit être importante puisqu'on est face à une politique de proximité telle que les territoires ruraux, tels que les collèges. Donc il faut effectivement mobiliser la population. Et c'est pas facile puisque le gouvernement a quand même expliqué pendant plusieurs mois que les départements allaient disparaître. Donc je pense que c'est un moment important pour montrer aussi un signe fort de changer cette majorité socialiste, cette majorité départementale, où on a pu s'apercevoir que 11 années de gestion, trop d'habitants et trop de territoires ont été oubliés. Le président parle de 5 ans, non, c'est 11 années de gestion socialiste. Voilà, c'est pour l'instant notre constat. On y reviendra en détail, en détaillant bien sûr tous les thèmes que vous avez abordés l'un et l'autre. François Loto, vous n'avez aucun élu au Conseil général, en tout cas pour l'instant, dans le futur Conseil départemental, on le verra. Comment vous considérez, vous, l'action de est-ce qu'il faut dire vos amis socialistes? Ah oui, mais nous avons peu d'ennemis, mais des amis de préférence. Ce bilan, effectivement, est celui d'une assemblée départementale dans laquelle les écologistes n'étaient pas représentés. Par conséquent, on ne peut l'aborder que comme chaque citoyen peut le faire, c'est-à-dire en observant les effets de la politique de la majorité sortante. Nous observons que ce Conseil général a publié ce qu'il a publié et les commentaires dans la presse. Je suis désolé, mais M. Acari, mais un bon point indiscutable devrait réjouir l'opposition.
qui là-dessus fait preuve de mauvaise foi. La gestion a été bonne. Les Échos mettaient récemment en avant la Saône-et-Loire en la donnant en exemple pour sa bonne gestion. On en reparlera. Mais il est dommage que ça ne se soit pas accompagné d'une orientation sur des choix suffisamment clairs. Il y a 2 défauts qui ressortent de ce bilan, un certain déficit démocratique et un manque de cohérence. C'est des mots sans doute un peu durs, mais qui soulignent en fait notre déception. De bonnes choses ont été engagées, de très bonnes choses, mais qui n'aboutissent pas suffisamment. Informer mieux, recueillir les avis des citoyens, ça a été fait, mais sans les associer vraiment au projet, alors que la demande de coopération citoyenne est forte. Gérer les déchets, mettre en œuvre un agenda 21, un plan climat-énergie territorial, c'est bien, et ça reste au milieu du gué. C'est mieux que de vouloir tout le contraire, mais ça reste décevant. Donc, si on est un peu scolaire, on pourrait dire que peut mieux faire. Et puis comment comprendre que on gâche des moyens dégagés par une gestion rigoureuse dans une aventure assez scabreuse comme Center Park, ou qu'on réduise l'aide à l'écotourisme par exemple. Mais je pense que nous allons en reparler. Tout à fait. On va en reparler, mais on va parler avec le Front National. Sébastien Allouin, vous n'avez aucun élu au Conseil général de Saône-et-Loire. A priori, on peut dire que vous n'avez pas beaucoup d'amis politiques non plus qui y siègent. Qu'est-ce que veut faire le Front National dans ce Conseil départemental ? On sait que ça n'a jamais été des élections très faciles pour le FN. Oui, tout à fait. Ce n'est pas des élections faciles pour nous. Malgré tout, quand nous battons le terrain actuellement pour ces élections départementales, nous constatons donc que grand nombre quand même des habitants de Saône-et-Loire sont dans une détresse, dans une misère humaine et avec une injustice sociale. Nous pouvons aussi constater donc une dette quand même qui est énorme, donc 319 millions d'euros quand même. Donc certes, M. Chintron a fait des efforts pour diminuer la dette, mais c'est trop tard. On a laissé quand même accroître la dette quand même pendant plusieurs années, que ça soit sous le régime de la droite, sous la présidence de M. Sirug et après par M. Montebourg. Donc voilà, la dette est quand même quelque chose de primordial qu'il va falloir absolument réviser et la faire baisser le plus rapidement possible. Et pour ça, voilà, il va falloir aussi être beaucoup plus à l'écoute des Saône-et-Loiriens, car ils sont dans une détresse, mais énorme actuellement. Donc certes, nous sommes sur des élections départementales, mais nous voyons bien que la politique nationale qui était menée par le gouvernement Hollande et Valls et auparavant Ayrault amène à une France vraiment catastrophique, dans une grande misère très profonde. Et suite à ça, nous pouvons que sortir, voilà, je vais être franc, Monsieur Chintron, carton rouge pour l'instant. Donc voilà, bon, vous, personnellement, non. Vous avez fait quelques efforts, je suis d'accord, mais après, voilà, on a la politique de François Hollande qui amène quand même à une austérité très importante là-dessus, et il va vraiment falloir remettre une priorité vraiment nationale sur le département, avec des grands enjeux, des grandes ambitions, et au moins revenir à une politique de bon sens. Alors, Rémi Chintron, je vais vous donner la parole. Peut-être on va commencer par la dette, puisque et M. Loto et M. Allouin, et M. Loto en parlaient, notamment des Échos de lundi, qui effectivement érigeait la Saône-et-Loire en maître de gestion pour avoir réduit sa dette. Je crois que c'est 520 € par habitant, c'est ça maintenant ? Exactement. Ouais. Un peu plus, 554 € exactement. La Saône-et-Loire est sauvée, ça veut dire ? Mais ça veut dire que, contrairement à ce qu'elle a été au bord du gouffre, quand même. Contrairement à ce qui vient d'être dit, la Saône-et-Loire a une dette inférieure à la moyenne des départements de France. Elle a une dette bien inférieure aux 3 autres départements bourguignons, je vais le rappeler, puisqu'effectivement nous sommes à 554 € par habitant. La Côte d'Or est à 600 €, c'est-à-dire à peu près 10% de plus. Lyon est à 656 €, c'est-à-dire à presque à 20% de plus. Et la Nièvre est à 852 €, c'est-à-dire presque à 50% de plus. Donc il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Donc la dette, quand on investit, il est normal de s'endetter. Tous les départements ont une dette. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit soutenable. Nous avons fait en sorte de la diminuer pour que justement elle soit soutenable et qu'elle nous permette de continuer à maintenir nos investissements à une hauteur de 85 millions d'euros. Moi, je suis très étonné, à la fois dans la bouche de M. Accary et de M. Allouin, où on nous parle que de politique nationale et de François Hollande. Écoutez, François Hollande, il n'est pas à la tête du département de Saône-et-Loire. Donc, vous n'avez aucun projet, aucune proposition pour le département. D'ailleurs, ni aujourd'hui, ni même dans l'ensemble des documents que vous avez envoyés. Le Front National, d'ailleurs, c'est carrément Marine Le Pen qui est sur les professions de foi. Nous, vous avez bien vu que c'était pas François Hollande qui était
sur notre profession de foi. Chatron, Nous avons un programme pour les Saône-et-Loiriens et notre les site Front National, et sans se cacher derrière un logo majorité départementale, sans s'afficher socialiste. Mais écoutez, dans la majorité départementale, il y a une minorité d'élus qui sont encartés socialistes. Donc on ne met pas l'étiquette socialiste à quelqu'un qui ne l'est pas plus que communiste. Et j'ai vu d'ailleurs que l'UMP ne met pas non plus ni le logo UMP ni UDI, parce qu'ils ne sont pas tous à l'UMP, ils ne sont pas tous à l'UDI. Vous, a priori, ils sont tous au Front National, mais on ne sait pas où ils sont, parce que géographiquement, on a beaucoup de mal à pouvoir avoir des candidats en face. J'ai fait un débat radiophonique. Le candidat de Louhans s'est fait remplacer par le candidat d'Ouroux-sur-Saône, qui est venu nous parler du canton de Louhans, ce qui est quand même totalement aberrant. Et d'Ouroux-sur-Saône a été annulé. Donc, et vous étiez à Cuisery, et vous étiez pour l'émission de Cuisery, alors que vous êtes candidat à Pierre de Brest. Vous savez, ça n'a pas de sens. Nos candidats sont de grands actifs. Donc oui, pour le débat de Louhans, la personne n'a pas pu se déplacer parce qu'il est transporteur routier. Donc toute la journée, enfin toute la semaine, il est sur les routes en train de gagner son salaire difficilement pour essayer de joindre les deux bouts. On va peut-être pas faire le débat comme sur le Front National. Sur la dette quand même, monsieur Akkari. Vous réclamez un audit financier si vous êtes élu, vous en faites. Pourquoi ? Alors déjà plusieurs choses. Effectivement, il y a une lecture de l'endettement en Saône-et-Loire. Alors, qu'on n'attende pas autre chose que le président sortant soit satisfait à 100% de son bilan. C'est normal, il est dans son jeu de rôle. Pas à 100%. Mais il oublie quand même de dire qu'ils sont aux affaires depuis 2004, c'est-à-dire depuis 11 ans. Donc pendant toute la première moitié de ces 11 ans, ils ont creusé la dette. Ils ont failli mettre ce département au bord du gouffre. Et après, ils ont passé le reste du temps à essayer de corriger la tendance. C'est-à-dire, on a perdu 11 ans. On a perdu 11 ans sur cet endettement. Alors, évidemment, on peut prendre des références. La Corrèze, évidemment, c'est le plus mauvais élève de France. Alors, c'est vrai, la Saône-et-Loire est mieux placée que la Corrèze. Ceci dit, quand on reprend des chiffres justes, des audits aussi faits par BFM Business, ils viennent de paraître, 63e place pour les dépenses d'investissement, la Saône-et-Loire, 74e place pour les dépenses en faveur des collèges, 65e place en faveur des dépenses de voirie, 55 positions pour la dette, c'est-à-dire 10 fois plus supérieure aux bons élèves. Alors, quand on parle aussi de l'augmentation des impôts, sur 11 ans, c'est 32,5%. C'est pas anodin. Et est-ce que, moi, je me pose la question... Vous avez fait 16,5 sur les 3 dernières années de votre mandature. Est-ce que l'habitant de Saône-et-Loire, est-ce qu'il est plus heureux aujourd'hui qu'il y a 11 ans ? Est-ce que celui qui a perdu son boulot, parce que le département s'est désengagé dans le même sens que l'État, c'est-à-dire on est en train d'étrangler les collectivités locales. Et suite à ça, cette personne a perdu son travail. Est-ce qu'il, lui, il est satisfait de ce bilan ? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que vous voulez refaire ce que faisait la présidence de René Beaumont. Est-ce que c'est votre modèle ? Pas du tout. Il y a 11 ans, on était peut-être plus heureux. Est-ce que les élus étaient plus heureux, ils allaient aux États-Unis, au Japon et en Chine. Non, voilà. Alors, monsieur Chatron ne parle que du passé. Moi, je vous parle d'avenir. Nous, si on vient aux affaires, notre position, elle est très claire. Même si ce n'est pas une compétence obligatoire, on va se mobiliser sur l'emploi. Et il y a des leviers pour se mobiliser sur l'emploi. Et vous allez faire la cause de compétences générales. Est-ce que vous allez pouvoir agir concrètement sur l'emploi ? Vous savez, les compétences avec l'État actuel, l'État, c'est-à-dire nos gouvernements, ça change tous les jours. La loi a été votée. La loi NOTRe a été votée. C'est-à-dire, les électeurs vont aller se prononcer sur des élections départementales en ne connaissant pas totalement les compétences. La loi est votée. De plus, en première lecture, en tout cas. Je sais que ça vous gêne, parce que, et c'est vrai, je rejoins vos étiquettes, vous les avez cachées. Vraiment, on ne voit plus. La vôtre est affichée, monsieur Akkari ? Pas du tout. On s'affiche clairement. Votre étiquette n'est pas affichée ? On s'affiche clairement comme l'union de la droite, du centre et de la société civile. Parce nous sommes l'union de la gauche. Donc voilà. Et effectivement, l'ensemble des candidats, malgré tout, affichent, pour ceux qui sont encartés, leurs étiquettes. Mais franchement, le citoyen, ce n'est pas son problème pour l'instant. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on réponde à son problème d'emploi, de confort de vie. Et quand vous avez l'État et cette assemblée départementale majoritaire socialiste qui va dans le même sens, c'est-à-dire qui étrangle les collectivités et qui oublie complètement l'emploi, je pense qu'il y a un véritable changement à faire.
une des dépenses, on va dire, qui est un peu contestée de part et d'autre, c'est la dépense faite pour la marque Saône-et-Loire. C'était utile, vous avez des retours. Est-ce que vous ne regrettez pas? Est-ce que pas du tout. ça a été D'ailleurs, beaucoup de régions, beaucoup de départements ont lancé ces marques de territoire parce qu'elles permettent de mieux identifier, de mieux valoriser ce qui est fait sur le territoire. Vous savez, Saône-et-Loire, la Bourgogne, ça parle beaucoup. Tout le monde sait à peu près placer la Bourgogne sur une carte de France. Ça parle dans l'Europe entière, ça parle dans le monde entier. Saône-et-Loire, malheureusement, ça ne parlait pas à beaucoup de personnes. Donc il faut corriger cela. Et donc nous avons le premier but a été déjà de fédérer les énergies internes à la Saône-et-Loire. Cette marque finalement, c'est le département qui l'a lancée, mais aujourd'hui c'est un comité de marque qui la gère. Le département fait partie des 150 ambassadeurs. Et vous avez les 3 chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. Vous avez des grandes entreprises. D'ailleurs, le comité de marque est présidé par un patron d'entreprise. Vous avez des clubs sportifs comme l'Élan Chalon qui sont dedans. Les grands sites culturels sont ici. La Poste de Saône-et-Loire qui a d'ailleurs développé... Mais moi j'ai 2 questions. À quoi ça sert déjà une marque concrètement, et est-ce que le nom, franchement, Saône-et-Loire Creative Lab, la Bourgogne, ça permet d'avoir une bannière commune. Et maintenant, tous ces gens-là communiquent ensemble. Moi, je suis très heureux que les 3 chambres consulaires, aujourd'hui, communiquent ensemble sous cette bannière. Il y a eu le salon, visible quand on est à Paris, à Lyon, le salon international du tourisme. Eh bien, tout le monde était sous la bannière de la marque Saône-et-Loire Creative Lab Bourgogne. Et c'est ça qui est important, c'est de se fédérer derrière une marque. Saône-et-Loire seul, ça ne suffit pas comme marque. Visible auprès des habitants aussi. Mais c'est pas vrai. Et il faut lui laisser du temps pour s'installer. Quand vous en parlez sur le terrain de votre logo, personne ne le connaît. Ça fédère, mais il faut du temps. Elle vient d'être lancée. Il faut du temps pour qu'elle s'installe, effectivement, qu'il y ait une reconnaissance. Aujourd'hui, la Poste l'utilise. Par exemple, le Crédit Agricole s'est associé également à cette marque Saône-et-Loire. La Poste a lancé d'ailleurs une série de timbres spécifiques sur les photos les plus emblématiques de Saône-et-Loire, sur les sites les plus emblématiques. Donc tout ça produit ses effets, mais déjà en interne, avant même de les produire en externe. Et ça a rendu fiers les Saône-et-Loiriens de se retrouver autour de cette bannière. Donc vous en êtes satisfait, Nous en sommes très satisfaits. Il faut André Acari, vous auriez fait la même chose? Alors, écoutez, le président sortant, vous verrez, tout au long des débats, est fier de tout. Et il a un bilan qu'il défendra complètement. Non, franchement, dans la situation financière dans laquelle on est, je pense qu'il est indécent de dépenser 300 000 euros sans avoir des retombées économiques. Il faut, je pense, avoir, comme pour tout, une vraie lisibilité et se poser la question de temps en temps si l'euro dépensé est bien dépensé. Moi, j'aime entendre parler de la Saône-et-Loire pour sa viticulture, pour son agriculture, pour son art de vivre. Ça, j'aime cette Saône-et-Loire. Et effectivement, il faut savoir. Nous avons fait des affichages. Monsieur le président sortant, j'ai la délicatesse de ne pas vous interrompre. Vous pouvez en faire autant. Donc, tout simplement, j'aime quand on parle de cette Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, on en a parlé l'année dernière. Il n'y a pas eu besoin de dépenser 300 000 euros. Votre collègue du Conseil général, Thomas Thévenoud, a réussi à faire parler dans la France entière de la Saône-et-Loire. Moi, j'aime pas ça. Je préfère, plutôt que de la politique de spectacle, je préfère effectivement qu'on parle de notre agriculture, de ce que l'on sait faire, des entreprises. Et là, on peut la vendre, effectivement, cette Saône-et-Loire, mais en étant beaucoup plus modéré sur les dépenses sans retombées économiques. François Loto, vous l'avez collé à l'arrière de votre voiture, la marque Créative La Bourgogne Saône-et-Loire? Pas vraiment. Pour moi, c'est pas ma tasse de thé vert, ce truc-là. Mais bon, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est plutôt amusant quand on voit la gauche essayer de singer la manière de faire de la droite sur ce genre de truc. Pourquoi vous dites ça? L'idée de la marque, enfin bon, ça a quelque chose... Peut-être tu dis ça fédère, mais en même temps, ça a quelque chose d'un peu gênant de donner une image privatisée du département, enfin de la chose publique. En termes d'image, je ne suis pas persuadé que ce soit franchement une bonne idée, mais l'avenir nous le dira. Donc les 300 000 euros, vous les auriez pas mis là-dessus? Non, je les aurais pas mis là-dessus. C'est pas en même temps la mer à boire, mais c'est vrai que 96 millions d'euros, je crois. Voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga des politiques du département. Je rappellerai d'ailleurs qu'on a divisé par 2 le budget communication en 10 ans. Donc les dépenses superfétatoires, Monsieur Acari, c'était plutôt le temps où vous étiez aux affaires. Donc je crois que ça vaut pas le coup de se battre là-dessus. Franchement, il y a des choses plus importantes. Alors, le premier des postes, en tout cas budgétaire, c'est toujours l'action sociale. Confirmé. Quelle marge
vous avez encore aujourd'hui, avec les baisses de dotation de l'État, est-ce que vous avez encore une marge pour travailler et pour faire efficacement votre métier, j'allais dire presque d'assistant social ? Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ces 5 dernières années, nous avons effectivement contenu nos dépenses. Contenu d'ailleurs nos dépenses de fonctionnement. On les a même diminuées, ce qui n'était pas très compliqué. Je rappellerai quand même, ne serait-ce que le budget du cabinet du président a été divisé par 5 en 10 ans. Bon, j'ai parlé du budget communication. Nous avons contenu les dépenses de personnel également. Aucune création de poste ces dernières années. Et nous faisons en sorte de maintenir notre investissement à 85 millions d'euros. Donc nous continuons effectivement à assumer le rôle de protecteur qu'a un département. M. Allouin disait les gens sont dans la détresse, mais nous le savons. Et tous les jours, nous agissons, nos personnels sociaux agissent à leur côté pour que ce soit sur leurs questions de logement, que ce soit sur les questions de dépendance, sur les questions de handicap. Et c'est vrai que le département, c'est la collectivité des solidarités humaines et des solidarités intergénérationnelles et des solidarités aussi territoriales. Donc nous faisons en sorte, et nous avons fait en sorte, justement en diminuant notre dette, de nous garder effectivement ces possibilités d'intervention humaine auprès de nos concitoyens. Sébastien ? Oui, c'est pour ça me fait doucement rire que vous aidez nos aînés et les handicapés, ça je vais encore bien le croire, mais encore faut-il revaloriser encore l'APA. Mais l'APA, c'est fixé au niveau national, on ne valorise rien. Mais quand nous entendons des personnes de 83 ans ne pas toucher leur retraite depuis le 17 février... Et ça, pour le département. Oui, mais je suis bien d'accord. Mais quand j'entends encore vos collègues de la majorité départementale, parce qu'il faut cacher le mot socialiste, dire si vous êtes dans le besoin, allez voir une assistante sociale. C'est parce qu'elle demande ces personnes. Comprenez bien qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est qu'elles ont travaillé toute leur vie, elles ont donné leur denier auprès des impôts ou autres, donc il est quand même tout à fait normal qu'elles touchent leur retraite. Elles n'ont pas besoin d'aller voir une assistante sociale. Mais le département, c'est pas la caisse de retraite. Donc on veut faire du social pour des personnes qui sont en grande difficulté, certes, mais après il va falloir aussi, pour ainsi dire, avoir beaucoup plus de contrôle sur l'action sociale, sur l'attribution du RSA, la dissimulation de revenus. Donc vous êtes très content aussi de nous afficher comme quoi 84 dossiers ont été suivis et vous avez récupéré 600 000 euros. Si nous regardons bien, nous faisons un petit peu les divisions, ça fait quand même une fraude de 7 000 euros par dossier. Ramener ça. Non, parce qu'il y a les indus sont compris dedans. Oui, mais bon. Et on ne poursuit pas pour un indu de 100 euros. On poursuit uniquement quand c'est une fraude avérée, bien évidemment. Justement, il faut se donner et on les va moyens. Au contentieux, on va au pénal. On le sait très bien dans notre entourage ou autre. Nous avons des témoignages de personnes qui fraudent au RSA ou quoi que ce soit. Si vous avez des témoignages, il faut les dénoncer, monsieur Allouin. C'est votre rôle. Nous les dénonçons, monsieur Chintron. Nous les dénonçons parce que nous avons les personnes dans notre entourage proche ou autre. Donc nous avons la dissimulation de revenus. C'est la CAF qui fait les contrôles, c'est pas le département. Tout à fait, mais il faut que le Conseil aussi général qui donne. Mais nous le faisons. Voilà, c'est vous qui attribuez quand même le RSA. Justement, ça représente beaucoup, ça, la fraude, on peut dire. Non, c'est moins d'1%. C'est très minime. Je voudrais donner juste un chiffre. Je voudrais donner juste un chiffre. En Saône-et-Loire, on dépense pour le RSA 87 euros par habitant. La moyenne nationale est à 127 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de bénéficiaires du RSA en moyenne en Saône-et-Loire que dans le reste du département. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que M. Akkari a dit, le taux de chômage, tout le monde peut le reprendre, c'est un chiffre quand même qui est national, le taux de chômage en Saône-et-Loire est inférieur à la moyenne nationale. Mais parce que les gens voilà pourquoi nous dépensons moins. Alors sur les autres dépenses sociales... le département pour trouver du boulot ailleurs. Ils vont sur la Côte d'Or, ils vont sur Lyon, ils vont sur Paris. Dites pas qu'il y a de la fraude, puisqu'il y a beaucoup moins de bénéficiaires du RSA en moyenne. Mais il y a de la fraude quand même. La preuve en est, c'est ce que dit la droite justement, ce que dit André Akkari. André Akkari, vous, la lutte contre la fraude au RSA, c'est l'une des premières lignes de votre programme. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec M. Allouin, donc qu'il y a beaucoup de fraude, ou quand M. Chintron vous dit que ça représente 1%? Est-ce qu'il y a vraiment un levier? Est-ce qu'on peut récupérer de l'argent si on combat la fraude plus fortement en Saône-et-Loire contre ceux qui trichent au RSA? Je pense qu'il faut déjà, sur ce dossier, être calme et objectif. Monsieur Chintron parle effectivement que la fraude quasiment n'existe pas et que c'est un fait. Bon. Il ne faut pas non plus tout renier comme ça. C'est un phénomène qui existe.
Et à l'heure où effectivement l'État est en train d'étrangler les collectivités, même le département, c'est un fait. Et là où je peux le rejoindre, c'est qu'il faut effectivement remettre à plat l'ensemble des politiques, y compris les politiques du département, afin de retrouver des marges de manœuvre. Nous, effectivement, on souhaite le faire. Ça fait partie d'une priorité. Dans le social, effectivement, on veut remettre à plat certaines choses. Et effectivement, au moment de l'instruction du dossier, je pense qu'il y a un contrôle appuyé à faire. Pourquoi ? Parce que certains départements, moi je ne veux pas entrer dans une bataille de chiffres, mais certains départements sont allés sur ce terrain-là. Ils ont l'expérience. Tant qu'à faire, il faut prendre les bonnes expériences qui marchent ailleurs. Et quand certains départements ont constaté, lorsqu'ils ont fait, et je ne renie pas le travail formidable des salariés du Conseil général, qui effectivement font ce qu'ils peuvent, mais il faut les aider, il faut les appuyer, il faut recréer une cellule en plus, de façon à les aider. Elle ferait quoi, cette cellule ? Justement, à contrôler un peu plus les dossiers, de façon à retrouver certaines marges de manœuvre et enlever cet argent qui est destiné à des gens qui essayent de tricher et le redonner à des gens qui en ont réellement besoin. C'est ça en fait, c'est un principe de gestion de bon père de famille. Et on sait que là où ça s'est fait, on a des résultats quand même assez probants. Et quand on parle d'une économie et quand certains départements disent, ben voilà, on a commencé à s'y intéresser, on arrive à économiser 400 000 euros. Non, on peut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Quand on parle du chômage, moi je suis désolé, monsieur Chatron, vous parlez de la Bourgogne. Le mois de janvier, les derniers chiffres, c'est la Saône-et-Loire la plus mal placée. C'est la seule qui augmente son chômage. Et le mois d'avant, c'était la Saône-et-Loire la mieux placée. Et c'est pour ça que nous, prenez on a pas décidé sur un mois, de prenez s'orienter. sur un an. Bien sûr, mais je vous donne quand même ces chiffres-là. Or, c'est vrai qu'en Saône-et-Loire, tout va bien. Tout va pas bien. Vraiment, les gens de Saône-et-Loire sont heureux de ce bilan. C'est extraordinaire. Je vois tous les matins ceux qui vont chercher du boulot. Ils sont parfaitement heureux de cette gestion. C'est évident. Et d'ailleurs, dans quelques jours, on en aura le sujet et le bilan. Sur notre site internet, on voit des gens heureux et malheureux. Je vous rassure, il y a un petit peu des deux. François Loto, alors on va un petit peu passer en revue un peu les thèmes du département parce il faut qu'on avance. Il est déjà 11h30. Il y a un sujet qui vous divise avec, j'allais dire encore vos amis socialistes, c'est le parc, le Center Park du Rousset. Si d'aventure vous étiez tous élus, les candidats Europe Écologie Les Verts, vous arrêteriez ce projet ? Oui, certainement. Je voudrais tout de même dire un mot sur le côté un peu désolant du débat auquel on vient d'assister, parce que, combattre la fraude d'une manière générale, la fraude sociale en particulier, d'accord, évidemment, mais l'essentiel n'est évidemment pas là. J'ai pas les chiffres pour la Saône-et-Loire, mais au niveau national, c'est plus de 60% des gens qui devraient bénéficier du RSA activité et qui n'en bénéficient pas. Voilà une chose qu'il faut développer, d'ailleurs, à travers les maisons du département, enfin ce genre de choses. Faciliter l'accès aux gens qui vraiment ont besoin de quelque chose. Ces gens-là qui nous regardent doivent être absolument désolés de nous voir ne parler que de fraude et de ce genre de choses, alors qu'eux sont dans une grande difficulté. Ces gens-là, l'immense majorité de ces gens ne sont pas des fraudeurs, évidemment. Il faut un meilleur contrôle avec une meilleure attribution. Donc, je crois que les chiffres ne sont pas tout à fait comparables, mais bon, François Loto. Center Park, oui, Et surtout l'argent public de la région et du Conseil général, puisqu'on rappelle que les deux collectivités ont décidé d'investir dans le projet et d'acquérir en gros ce qu'on appelle la bulle, l'espace multi-activité. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent public dans Center Park et est-ce qu'il faut construire un Center Park ? 80 millions d'euros 15 millions d'euros pour les collectivités. 15 millions d'euros en ce qui concerne les subventions, dont 7 pour... des parts sociales. Ce sont des actions. Oui, c'était pour faire la différence avec ce qui ensuite serait les sommes empruntées via la Société d'économie mixte. Bon. Et là, c'est 66. Il faut mettre de l'argent public sur des projets touristiques structurants et qui, en même temps, sont susceptibles d'être créateurs d'emplois. Le projet du Conseil général, du Conseil départemental à l'avenir, c'est bien de favoriser ce genre de choses. Mais là, franchement, mettre tous ses œufs, ou une bonne partie, parce que c'est tout de même des sommes très importantes, sur un point, alors qu'il serait souhaitable d'avoir une répartition beaucoup plus homogène sur les différents territoires du département, c'est déjà un souci. Ensuite, ne pas s'être posé la question de demander aux citoyens comment on peut faire, comment est-ce qu'on va faire ce développement structurant touristique. Pardon ? Il y a un débat public qui va être organisé sur le Center Park. Heureusement, et ça c'est une très bonne chose. Mais il aurait fallu aussi, et pour éviter que ce genre de dysfonctionnement survienne à l'avenir,
de nouvelles fois, il aurait fallu partir des projets proposés par la population plutôt que d'arriver avec une solution clé en main. C'est une solution de facilité. Les élus ont trop facilement tendance à aller dans ce sens-là. Mais ça veut dire qu'une entreprise qui veut s'implanter, vous n'essayez pas effectivement de l'aider à s'implanter. Mais il ne s'agit pas de l'implantation d'une entreprise. C'est D'abord, il s'agit un site touristique d'un grand groupe. On parle de 300 emplois. On parle de 300 emplois. Là aussi, il faut que les choses soient étudiées correctement. Pour le moment, je rappelle que la Cour des comptes, par exemple, en 2012, avait épinglé un autre Center Park dans une autre région en disant que les études sur les emplois n'étaient faites que par l'employeur lui-même. Donc voilà, il faut, il y a une étude de l'INSEE. Il faut regarder un peu. Voilà. Alors, mais sur le plan environnemental, de toute manière, il y a aussi cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut aller mettre des sommes aussi importantes dans un unique projet l'année où, à la fin de cette année, on doit recevoir à Paris la conférence sur le climat, et là, on va poser une bulle tropicale chauffée à 28 degrés toute l'année au milieu du Charolais. D'abord, si le Charolais est attractif, il n'a pas besoin qu'on ait besoin de s'imaginer qu'on va dans les tropiques pour aller dans le Charolais. Bon. mais vous, ça vous choque, en tout cas. C'est choquant. C'est très dispendieux en énergie, en eau. Tous les problèmes ne sont pas réglés. L'enquête d'utilité publique n'est pas faite sur ce sujet. Non, franchement, Center Park, c'est une très mauvaise idée, aussi bien celui du Rousset que celui du Jura. Allez, ça amène une réponse. Bien sûr. Écoutez, nous avons besoin de faire de la Saône-et-Loire une destination touristique majeure. Le Center Park, c'est 630 000 nuitées qui sont attendues par an, pour un taux de remplissage de 80%. Donc on peut même faire mieux, mais mettons à 80%, 630 000 nuitées. Ça augmente de 50% le nombre de nuitées en Saône-et-Loire actuelles, tout hébergement confondu. Pourquoi ? Parce qu'un Center Park, 400 cottages qui fonctionnent 12 mois sur 12. Un gîte que nous aidons par ailleurs. Je rappelle que nous donnons 600 000 € de subventions aux hébergements tous les ans, à ceux qui se développent, notamment en ce moment sur le no-tourisme, sur les hébergements insolites, etc. Et là, en subvention. Tandis que, à fond perdu. À fond perdu. Tandis que pour le Center Park, je le rappelle, c'est un investissement. Nous investissons dans une société publique d'économie mixte qui, effectivement, va porter une partie de l'investissement. 15 millions sur 170 millions d'investissements au total. Nous déclenchons 170 millions d'investissements. Et le but est aussi de récupérer notre mise, comme les autres actionnaires, comme les autres investisseurs, dans le modèle Center Park. Alors moi, j'entends bien que je comprends aussi la vision écologique sur la question de la bulle des 28 degrés. Mais vous savez, discutez avec les gens autour de vous. Moi, ce qui est beaucoup plus consommateur d'énergie, c'est tous ces gens qui prennent l'avion pour aller, effectivement, durant l'hiver, une semaine en Tunisie, au Maroc, dans les Maldives ou autres. Et ces gens-là, si on peut leur offrir une offre en Saône-et-Loire, en France, c'est-à-dire de permettre déjà, parce que la consommation d'un avion, c'est plus que les 28 degrés de la bulle. Mais oui, mais je suis désolé. Non, c'est pas fallacieux. Et créer des emplois ici, en Saône-et-Loire, je pense que c'est mieux que de les laisser créer ailleurs. Parce que tout le monde demande des Center Parks. Tout le monde demande des Center Parks. Nous nous sommes battus pour l'avoir. Ce sont 300 emplois directs pour une partie. Alors 250 équivalents temps plein. On est d'accord. 250 équivalents temps plein. Et l'INSEE a sorti une étude sur ce qui s'est réalisé en Lorraine. Et en Lorraine, c'est 90 emplois extérieurs en plus. Parce qu'il y a aussi l'approvisionnement. C'est 5 millions d'euros d'approvisionnement local. Parce que, bien évidemment, ces gens, ils consomment. Oui, donc il faut rappeler cela. Donc, au total, c'est presque 400 emplois. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer de cela ? Non, on ne peut pas 250 emplois et, estimés direct et entre 150 et 200 en indirect pour la construction du Center Park. Non, mais et puis pour l'approvisionnement du Center Park, c'est 90 dans l'année dans les fournisseurs. Nous, au Front National, on est toujours très attentifs aux effets d'annonce. C'est quand même un groupe qui a quand même accusé une perte de 50 millions d'euros cette fin d'année. Pas sur les Center Parks.
sur le reste des résidences. Mais alors, comme tous les groupes touristiques. Comme beaucoup de choses. Comme tous les groupes d'hébergement. Moi, c'est 10% en moins. Je trouve que 15 millions donc, du Conseil général, 66 par l'ASEM. C'est 7,5 millions du Conseil général. Qui est la région qui donne l'autre moitié. Non, mais tout à fait. Mais je suis quand même très méfiant à ce niveau-là. Ça peut très bien marcher sur les 2 premières années. Il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a la CCI qui a décidé d'investir. Qu'est-ce qui nous garantit la pérennité du projet dans l'avenir? Ah mais vous savez, il y a toujours... c'est un modèle qui existe depuis 20 ans. Donc on espère bien qu'il va continuer. Oui, mais on voit quand même sur certains Center Parks une baisse des fréquentations au fur et à mesure des années. Non, le Center Parks est dans la branche du groupe Pierre et Vacances l'élément le plus rentable et qui continue à être rentable malgré la crise. Je rappelle que tous les groupes d'hébergement touristique ont perdu 10%. Donc ils sont tous en perte sèche, sauf sur Pierre et Vacances, sur les Center Parks. C'est un modèle qui se développe. Aujourd'hui, donc, nous parions effectivement. Alors, vous savez, il y a toujours un risque, mais quand vous investissez, pour l'implantation d'une entreprise, il y a toujours un risque. Mais le risque, il y a quand même 170 millions de constructions, donc, vous savez, les 15 millions que nous mettons, ils sont quand même garantis par les 170 millions de constructions qui seront quand même là. C'est pas du vent. Vous allez la revendre à qui si ça marche plus? Mais après, ça peut s'exploiter. Ça peut pas. Mais on ne se place pas dans cette perspective-là. Vous allez laisser rouiller ce truc-là au milieu du Charolais, voyons. Partout ailleurs, ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas chez nous. Et la droite, l'opposition est plutôt favorable au projet. Alors, mais n'importe comment là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté de notre positionnement, parce que dès le début, effectivement, on a suivi sur ce dossier. Je vous rappellerai d'ailleurs le premier site qui a été visité, c'était plutôt du secteur de Saint-Bonnet-de-Joux, qui est un de nos collègues. Donc évidemment, il y a. Pourquoi? Parce que ça va le sens de l'attractivité de l'emploi. C'est comme ça que j'aime qu'on parle de la Saône-et-Loire. Mais attention, il ne faut pas se tromper non plus. C'est pas. La collectivité Conseil général de Saône-et-Loire fait ce que n'importe quelle collectivité ferait dans une telle situation, à de plus petites positions. Nous, sur le canton de Paray-le-Monial, c'est la même chose. Quand une entreprise vient, on va l'accueillir, on va faire en sorte que si... on ne parle pas de canton en particulier. Non, d'accord. Mais en tout cas, on fera tous la même chose. Acteurs économiques responsables, acteurs publics responsables, quand on a une proposition d'une entreprise, parce qu'il ne faut pas inverser les rôles, c'est une entreprise privée qui vient s'installer en Saône-et-Loire, qui en tout cas annonce son projet. Donc c'est quand même, c'est pas le projet du Conseil général, c'est le projet d'un entrepreneur, d'une entreprise qui veut s'installer, tout simplement parce qu'elle y trouve les conditions, et c'est à nous, effectivement élus, de créer les conditions pour que cette entreprise puisse s'installer et que le dossier aboutisse. Parce que derrière, c'est notre combat, c'est l'emploi. Et on est dans une situation telle que tout ce que l'on peut faire pour attirer les entreprises ou les nouveaux habitants, eh bien, effectivement, il faut y mettre les bouchées doubles. Donc, sur cette position-là, nous n'avons aucune ambiguïté. Bien sûr, rester attentif sur le denier public, savoir aussi bien étudier les retombées et faire en sorte que le contrat soit plutôt bien négocié. Alors, je vais poursuivre ce sujet, l'argent public et comment accompagner des projets privés. Vous parlez beaucoup, évidemment, des maisons de retraite. C'est une question qui se pose en Saône-et-Loire, c'est un département vieillissant. Est-ce que l'opposition souhaite donner plus un coup de pouce à des maisons de retraite privées, à des projets privés? On voit que ce n'est pas trop ce que veut faire la majorité. Est-ce que vous, c'est pas un tabou, le privé? Non, c'est pas un tabou. Mais attention, là aussi, tout d'abord, le troisième et le quatrième âge, on ne peut pas miser que sur un seul projet. Il y a plusieurs choses à faire. En effet, il faut inciter aussi, notamment dans les villages ruraux, à ce que les communes, et ça c'est par le biais aussi du Conseil général en appui financier, les communes aient des projets, tout simplement de petites infrastructures. Quand une personne âgée ne peut plus habiter, puisqu'elle habite une ancienne ferme, eh bien il faut tout simplement, pour que le décalage soit moins important, lui permettre aussi de rester dans sa village, c'est-à-dire en poussant effectivement financièrement des installations adaptées aux personnes et aux seniors. Après, effectivement, on a les maisons de retraite. Alors, il y a deux possibilités. Vous faites un financement à 100% par le Conseil général d'un établissement, ou alors vous choisissez aussi la position qui est plutôt la nôtre, c'est-à-dire de mettre de l'argent, certes, mais moins, de façon à avoir plusieurs projets
en Saône-et-Loire, puisqu'on sait qu'effectivement, avec la courbe des âges, et en plus, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, l'espérance de vie étant de plus en plus importante, il faudra effectivement faire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en signe de cette politique des seniors. Donc il faut du privé. Des maisons de retraite privées. C'est pas vous quand vous lancez un projet, quand vous ne le financez pas à 100%, vous mettez effectivement un peu de privé, mais aussi d'autres partenaires publics. Vous n'êtes pas obligé de mettre pour le coup, qu'est-ce que vous allez avoir en l'espace de 11 ans? Une seule maison de retraite, si vous la financez seulement avec une collectivité. Donc l'intérêt maintenant, avec la croissance de l'âge, il faudra bien effectivement miser un peu plus, faire des efforts supplémentaires, mais ça veut dire aussi que le département doit trouver des marges financières de façon à remettre un peu d'argent en direction de la politique de nos aînés. Un petit tour de table sur cette question, Sébastien Loin. Oui, qu'on veuille encore créer des maisons médicales pour nos aînés, c'est très bien, mais il ne faut quand même pas oublier non plus les aînés qui sont encore très vaillants, que ce soit à l'âge de 80, 90 ans, et qui souhaitent encore rester dans leur maison. Il va falloir aussi les accompagner par le biais de domotique, de téléassistance ou quoi que ce soit. Pas la peine non plus de construire une unité spécifique dans chaque village. S'ils ont quand même travaillé toute leur vie. C'est des logements adaptés. S'ils ont travaillé toute leur vie pour avoir un bien locatif, autant les laisser chez eux. Après voilà, qu'ils restent chez eux, c'est aussi leur petit des aides terroir. pour des travaux sur des bâtiments qui leur appartiennent. Donc après, il va falloir aussi apporter un peu plus au niveau des EHPAD ou autres, un moyen humain. Car on se rend compte que ça soit un petit peu partout sur la Saône-et-Loire, dans les EHPAD, il manque aussi du personnel pour pouvoir aider au maximum nos aînés qui sont convalescents dans ces unités. Et contrairement à aujourd'hui, il y a ce manque aussi de personnel. Donc il va bien falloir aussi combler. Et c'est compatible avec les économies que vous voulez faire, comme vous nous le disiez au début de cette émission? Ah mais tout à fait, c'est compatible. On peut, il y a encore beaucoup d'économies à faire sur le département, hein. Donc il y a encore certaines niches encore à les creuser. Donc avec toutes ces niches, on peut toujours les impacter pour la vieillesse, pour l'handicap, pour la petite enfance. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donnons-nous vraiment les moyens. Nous voyons l'âge de nos aînés reculer d'année en année. Donc il faut vraiment les accompagner jusqu'au bout. Rémi Chintron, vous, dans votre projet, il y a des constructions de structures qui ne seraient pas tout à fait des maisons de retraite? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je suis assez effaré par le manque de connaissances de mes adversaires sur ce sujet-là. Je voudrais quand même rappeler quelques principes. Premièrement, les places d'EHPAD, ce n'est pas uniquement une question financière, puisqu'il faut qu'elles soient autorisées par l'État, par l'Agence régionale de santé. Et donc, il n'y a aucune place qui ne nous est échappée. Je veux dire que d'ailleurs, les dernières qui ont été accordées à la Bourgogne, 58 pour toute la Bourgogne, ont été récupérés entièrement pour la Saône-et-Loire. Pas parce que nous avons tapé du poing sur la table, un petit peu quand même, mais simplement parce qu'il y a du rattrapage à réaliser. Donc nous prenons toutes les places. Deuxièmement, je voudrais rappeler la situation qui a été celle d'il y a 10 ans, quand les amis de M. Akkari étaient aux affaires, et qui d'ailleurs se proposent de revenir à ce modèle-là, c'est-à-dire le tout privé. Pas du tout. En deux décennies avant 2004, aucune création de maisons de retraite publiques dans ce département. Nous avons créé 1000 places en 11 ans. 1000 places. Nous sommes passés de 6700 places à 7700 places aujourd'hui. Le département accorde 30 000 euros, c'est-à-dire 30% par place créée aujourd'hui pour faire baisser les prix, justement, du public. Je voudrais rappeler les tarifs, et d'ailleurs, ils ont été publiés par l'UFC Que Choisir. La moyenne départementale des EHPAD publics, le tarif d'hébergement moyen est à 1 650 euros. En privé, il est à 2 607 euros. Quand on connaît le niveau de retraite des Saône-et-Loiriennes et des Saône-et-Loiriens, qui, pour 80%, ont des retraites inférieures à 1 500 euros, vous comprenez bien que le privé, c'est pour une toute petite minorité. Donc nous avons rééquilibré les choses. Maintenant, ce que nous proposons, s'agissant du personnel, les ratios très rapidement, mais les ratios de personnel sont supérieurs en Saône-et-Loire qu'ils ne le sont en moyenne nationale. Nous avons 0,62 personnel par place d'EHPAD, 0,62 personnel par place d'EHPAD, c'est-à-dire il y a 62 personnels dans un EHPAD de 100 places. La moyenne nationale est plutôt à 0,57. On est au-dessus, on peut certainement faire mieux, mais le problème c'est que ça fait augmenter les prix pour les personnes. Et donc ils ne peuvent pas forcément assumer. Les personnels, ils sont aussi payés par l'État et pas par le Conseil général pour les personnels médicaux. C'est pour ça qu'ils sont autorisés. Nous souhaitons développer également
au-delà des EHPAD, bien évidemment, que nous allons continuer à développer, parce qu'il y a des besoins, on a une population vieillissante, des résidences seniors publiques. Parce que qui sont non médicalisées, il y a de l'offre privée aujourd'hui, mais une offre privée avec en partie, je suis désolé de le dire, mais des marchands de sommeil, qui en fait louent des chambres à 1 000 € par mois, sans aucun service, sans aucune sécurité pour nos concitoyens. Nous voulons développer avec l'OPAC Saône-et-Loire une offre publique. On n'a rien contre le privé. Mais il faut que les gens aient le choix. Ils doivent avoir le choix entre le maintien à domicile, et je crois qu'en la matière, et d'ailleurs on dépense 30% de plus que la moyenne des autres départements, je l'ai rappelé, sur l'APA, parce qu'il y a plus de personnes âgées, et parce que je pense que nous avons des dispositifs qui sont effectivement meilleurs qu'en moyenne nationale. Et donc il faut qu'ils aient le choix également de la résidence senior, et puis qu'ils aient le choix, mais toujours en public, entre le public et le privé, et qu'ils aient le choix entre l'EHPAD public et l'EHPAD privé. Allez, un mot sur ce sujet, François Loto, et puis on va passer un peu à la politique. Oui, mais je vais quand même dire un mot. Oui, allez-y vite. Non, parce que... Mais rapidement, s'il vous plaît, André Acari. Alors, très rapidement. C'est simplement le schéma que Rémy Chatron donne. Non, la droite, c'est pas le tout privé, loin de là. Et j'ai pas dit ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, on a conscience... Alors, tout d'abord... Monsieur Rémy Chatron ne parle que du passé, sans arrêt. Il revient toujours au passé. Bon, moi, je vous parle d'avenir. Et effectivement, la situation en Saône-et-Loire a changé. Et on ne peut pas faire... Il faut effectivement, à l'heure où les dotations sont en chute libre sur les collectivités, il va falloir effectivement trouver des partenariats, mais aussi d'autres partenariats publics. Et les solutions pour les résidences pour personnes âgées, elles ne peuvent pas seulement venir que du Conseil général. Elles peuvent venir aussi en appui sur d'autres collectivités. Et quand je parle en effet d'aller plus loin sur les projets, notamment avec les communes et avec les intercommunalités, on reste aussi sur du public, malgré tout, et aussi une maîtrise. Parce que j'ai bien conscience, la différence avec Rémy Chatron, j'ai travaillé dans le privé, donc je sais comment ça se passe aussi. Donc effectivement, on connaît aussi l'état de nos retraites, on connaît ces dossiers-là, et effectivement, il faut avoir une action très forte sur le prix, parce que ça n'est pas supportable. Et on a des maisons de retraite beaucoup plus élevées, médicalisées. Vous vous trompez de 1 000 €. On est sur une moyenne de certaines maisons de retraite de 2 500 €. Et effectivement, quelqu'un qui gagne 600 à 1 000 €, ça n'est pas possible. François Loto. Oui, ben, la dépendance a un coût, évidemment, mais c'est un choix de société. J'ai malgré tout quelques doutes sur la philanthropie du secteur privé dans ce domaine. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de gagner de l'argent. Non, mais c'est pas ce que je défends. Gagner de l'argent avec des hébergements qui coûtent 2 500 € par mois, avec des gens qui, eux, touchent 600 ou 800 €, il y a un souci, il y a quelque chose qui n'est pas possible là. Donc la réponse là, elle est publique. Et la réponse, elle est celle d'un choix de société, de partage, de solidarité. Eh bien oui, la population vieillit, il y a des maladies qu'on considère aujourd'hui dans le domaine médico-social, la maladie d'Alzheimer, mais ce sont des maladies qu'il faut traiter, qu'il faut prendre en charge. Et tout ça... c'est l'honneur d'une société. D'étrangler les collectivités. C'est la solidarité nationale et au-delà, et c'est un choix de société. Et on peut pas développer une approche sérieuse de ce genre de questions uniquement sous l'angle de la rentabilité, bien sûr, des opérations, la rentabilité bien sûr, mais à l'échelle de la rentabilité sociale et non pas uniquement financière sur des projets et des partenariats publics-privés. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes avant midi. J'aimerais bien qu'on aborde quand même l'aspect politique de ces élections et notamment du contexte un peu national. On a entendu, Rémy Chatron, cette semaine, on a entendu M. Cambadélis dire qu'on assistait à un vrai suicide politique en direct de la gauche, parce qu'il n'y avait pas d'accord suffisant, en tout cas en nombre, sur l'ensemble des cantons en France. Est-ce que vous êtes suicidaire? Parce que c'est le cas aussi en Saône-et-Loire, où la gauche apparaît comme étant assez divisée, même si le Parti socialiste a réussi à peu près son unité. Écoutez, on n'est pas si divisé que cela. D'ailleurs, avec François Loto, on se rejoint sur la plupart des sujets. Vous avez bien compris que c'était sur le Center Park où nous avions des visions différentes. Je vois que la droite est divisée aussi sur un certain nombre de cantons en Saône-et-Loire. Bien sûr que c'est mieux quand on est unis derrière un bilan, derrière un projet. Mais on peut comprendre aussi qu'il y ait des sensibilités qui, au premier tour, veulent pouvoir se faire entendre. Mais
avec l'abstention qui s'annonce, c'est pas suicidaire? Essayer de peser sur les choix. Mais écoutez, celles et ceux qui n'ont pas fait l'union en portent la responsabilité. Simplement, c'est que je pense que ce qu'a dit M. Cambadélis, c'était un message qu'il envoyait en direction des partenaires de la gauche plurielle pour leur dire, écoutez, il faudrait qu'on se rassemble derrière une bannière commune à gauche, parce que effectivement, il y a une abstention, mais on se retrouve sur la plupart des projets et la plupart des sujets. Mais il y a une bulle entre vous quand même. Mais il y a une bulle entre nous. Mais vous savez, cette bulle, on entame un grand débat public parce qu'on a toujours travaillé de cette manière-là en Saône-et-Loire. Sur la question de la RCEA, on avait fait une votation citoyenne. On a fait Sirius 2030 pour demander aux Saône-et-Loiriennes et Saône-et-Loiriens ce qu'ils attendaient de leur département dans les années à venir. Donc on communique, la démocratie participative, on a un open data où on met tout ce que fait le département. Chaque dépense, vous pouvez retrouver sur le site open data de Saône-et-Loire. C'est le seul département à le faire en France de cette manière-là. On a d'ailleurs été primé pour. Donc on est d'accord sur la plupart des sujets. Et sur Center Parc, moi j'ai toujours dit que nous ne passerions pas en force. Nous respecterons l'ensemble des procédures. Et nous respecterons les conclusions du débat public. Voilà. François Loto, alors... Vive la démocratie. Non. Enfin, mais est-ce que Europe Écologie Les Verts n'avait pas intérêt finalement à faire plus d'alliances avec... j'allais dire un grand parti, qui détient le département actuellement, pour entrer au conseil départemental, plutôt que de partir dans son coin ici, pas dans son coin là, ou de s'allier avec le front de gauche ailleurs. Mais c'est pas dans son coin, nulle part. C'est une dynamique avec des citoyens et des citoyennes. Mais est-ce que c'est compréhensible pour vos électeurs? Dans son coin, j'appelle ça s'ouvrir à la société. Et si on s'imagine que... qu'on pourra avoir un effet quelconque sur l'abstention en se mettant tous derrière une bannière de majorité départementale qui aurait besoin d'un peu plus de clarté de définition, moi je pense que c'est une erreur. Mais de là à vouloir me faire tenir la seringue du suicide assisté de Rémy Chintron, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le bilan est mitigé, on est au milieu du gué. Nous, on veut faire avancer les choses et non pas les faire reculer. Sébastien Lemoyne, il y a toujours la question qu'on se pose avec le Front National, du national justement et du local. On voit que beaucoup de vos candidats sont un peu en retrait. Est-ce que vous, c'est une élection en retrait, vous voulez surfer sur... On ne les voit pas tous, vos candidats. Après, je peux vous garantir qu'ils sont tous sur le terrain. Ils sont partout sur la Saône-et-Loire. Certes, on est un peu plus discret que les socialistes, que la droite ou autre. Nous ne faisons pas de réunions publiques, ça c'est clair. Pourquoi ? Nous préférons aller au contact des gens. Pourquoi pas de réunions publiques ? Vous allez, le Front National, il organise une réunion publique, nous allons avoir une grande partie de nos militants qui vont venir aux réunions, donc c'est-à-dire parler à déjà des personnes convaincues. Ceux que nous voulons vraiment aller chercher, c'est les abstentionnistes. Parce que toutes ces personnes qui ne viennent plus aux urnes, ce n'est pas la faute du Front National ou quoi que ce soit, c'est la politique nationale qui a été menée jusqu'à maintenant par la droite et par la gauche qui fait que les gens ne veulent plus aller voter. Ils ne se sentent plus écoutés, ils se sentent délaissés, ils se sentent carrément abandonnés. Je ne vous parle même pas de l'agriculture où là, ils se sentent vraiment assassinés, limite... acculés, une ruine certaine et une mort prochaine. Donc voilà, nous préférons le terrain. C'est là où nous pouvons vraiment recueillir les doléances, les peurs, les craintes de chacun, leurs questions. Voilà. Là, au moins, on est vraiment au contact avec eux. Si vous avez des élus, c'est exclu pour vous totalement de travailler ou avec une majorité de gauche ou avec une majorité de droite ? Ça, après, nous le verrons si nous avons déjà des élus du Front National au sein du Conseil départemental. Après, ça sera une concertation ensemble avec tous les binômes sur quelle position apporter par la suite pour le troisième tour. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est toujours pour un premier tour. Nous battons le terrain. Nous essayons de faire revenir les gens aux urnes, chose que certaines personnes et certains partis ont oublié jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors André Acari, vous disiez tout à l'heure aussi que l'abstention, c'était une crainte. Comment vous partez dans cette campagne, notamment en Saône-et-Loire, où il y a encore cette division, mais elle est presque historique, avec Monsieur Voisin dans le sud de la Saône-et-Loire. Alors ça concerne deux cantons, on va dire. Alors oui, voilà, faut relativiser aussi. Là, j'ai réussi quand même, avec l'ensemble des formations politiques de droite,
et aussi de la société civile. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on a de nombreux candidats issus de la société civile. Mais l'UMP, l'UDI, c'est-à-dire donc les partis effectivement centristes, soit militaire, soit on a, laissez terminer de parler entre eux. Effectivement, on a réussi à faire une liste unie sur l'ensemble de la Saône-et-Loire. Voilà. Alors. Effectivement, nous, on ne cache pas nos étiquettes. On se positionne effectivement clairement à droite. On est sur le terrain, on fait des réunions publiques parce qu'on n'a pas peur des gens. On va les voir, on va les rencontrer, on est sur le terrain. Et c'est vrai que notre démarche, c'est une démarche de pédagogie. Pourquoi ? Parce que quand même, pendant 2 années au moins, ce gouvernement socialiste soutenu par la majorité départementale, même si évidemment, comme par hasard, tout a disparu, on n'invite plus de ministres. J'ai même vu hier, on a un quart de ministres, ils sont obligés de les emmener sur un secteur où il n'y a pas de candidats, puisque plus personne veut les voir, plus personne veut avoir d'attache avec ce gouvernement. Ceci dit, nous, notre démarche, elle est pédagogique. Il faut inciter les gens à aller voter de façon à s'exprimer. Et c'est vrai, quand vous avez eu un gouvernement qui a tout le temps expliqué que les départements allaient disparaître, et puis finalement qu'ils allaient revenir, mais on ne va pas garder ses compétences, on va en rajouter d'un. Ça change, c'est un vrai sketch, ça change tous les 8 jours. Allez, on revient dans 5 minutes sur les enjeux dans le département, mais là, il va être midi. Nous allons nous interrompre pour prendre connaissance de l'actualité. À la mi-journée, le flash vous est présenté par Arnaud Lefebvre. À tout de suite.